Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. L'ancien ministre de la Communication et des Postes, Alain Oroun, l'a nommé préfet du littoral. C'était au cours de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement, une séance au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises. La 37e journée nationale de l'arbre a été également célébrée ce 2 juin 2021 par la Société de gestion Grand Nokoué, SGDSGN. C'est à travers la mise en terre de 2000 plants au carrefour Le Bélier dans la commune de Semekodji. Et puis en Russie, le Forum économique de Saint-Pétersbourg ouvre ses portes ce 2 juin sous restrictions sanitaires. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le deuxième conseil des ministres de Patrice Talon s'est tenu ce mercredi. Plusieurs décisions ont été prises, en l'occurrence la révocation du maire de la commune de Bantais, la nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale du domaine et du foncier, du procureur général près la Cour des comptes et celle des préfets. Et dans nos prochaines éditions, vous suivrez le compte rendu de la séance avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ongweji. Après son installation le dimanche 23 mai dernier dans ses fonctions de grande chancelière de l'Ordre national du Bénin par le président de la République, Mariam Tchabi Talata, vice-présidente de la République du Bénin, a officiellement pris les rênes de l'institution ce mardi 1er juin 2021 dans les locaux de l'ANES de la République. C'était au cours d'une cérémonie solennelle de passation de charge entre la grande chancelière sortante Kouburat Hosseini Andjora. Toujours en image, sommet régional extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche 30 mai à Accra au Ghana. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, y ont décidé de la suppression du Mali des organes de l'institution. Et pour cause, le récent putsch qui met davantage à l'épreuve la transition en cours au Mali. À cette rencontre, le président Patrice Talon s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonchi, qui a livré au cours d'une conférence de presse ce mardi 1er juin la substance des travaux et décisions de ce sommet extraordinaire. Voici un extrait de ses propos. Notre pays a donc pris part à ce sommet extraordinaire. Donc l'ordre du jour a porté exclusivement sur la situation au Mali. Ainsi que vous le savez, cette convocation par le président Akufo-Addo fait suite à l'arrestation par l'armée malienne le lundi 24 mai 2021 du président de la transition et du Premier ministre, ce qui a entraîné la suspension du processus de transition qui est en cours au Mali. Ensuite, le sommet a délibéré longuement sur cette situation et nos chefs d'État et de gouvernement ainsi que les chefs de délégation ont pris les mesures suivantes. D'abord, ils ont réaffirmé l'importance et la nécessité de respecter le processus démocratique d'accession au pouvoir conformément au protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ils ont condamné en particulier toutes les actions qui ont conduit à l'instabilité persistante au Mali et ses conséquences dans la région. Deuxièmement, ils ont décidé de suspendre le Mali des gestions de la CEDEAO conformément aux dispositions de la CEDEAO. Troisièmement, ils ont demandé la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil ainsi que la formation de nouveaux gouvernements qui doit être inclusif afin que ce gouvernement puisse poursuivre le programme de transition qui avait été entériné par toutes les parties prenantes du Mali, mais aussi par la CEDEAO. Ils ont ensuite, le chef d'État, réaffirmé la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois qui a été décidée à Accra. Et dans ce contexte, la date du 27 février 2022 est déjà annoncée pour l'élection présidentielle
et elle doit être respectée, absolument maintenue. Ils ont aussi réitéré les décisions qu'ils avaient prises antérieurement, sur lesquelles le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre de la transition ne devraient en aucun cas être candidats à la prochaine élection présidentielle. Vous me demanderez quelle a été la particularité de l'intervention du Bénin à ce sommet-là. Le Bénin a voulu que le principe du réalisme soit pris en compte. Donc le président Patrice Talon, tout en condamnant fermement ce mode d'accession au pouvoir, a souhaité que les décisions qui seraient prises à l'issue du sommet ne soient pas des décisions qui conduisent à une impasse, que ce soit des décisions qui permettent une sortie de crise, qui respectent non seulement les impératifs de sécurité de notre sous-région, mais aussi la protection des populations civiles, ce qui est très très important parce qu'on ne règne pas sur les cimetières, on gouverne des populations. Ouvrons la page environnement de cette édition. La Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué SGDS-GN a célébré la Journée nationale de l'arbre ce 2 juin 2021. C'est à travers la mise en terre de 2000 terminalia superba au carrefour Le Bélier dans la commune de Semekpodji. Samson Oké, Damien Pedro. 200 plants mis en terre ici au carrefour Le Bélier dans l'arrondissement d'Agbangandan, commune de Semekpodji. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, est une initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SGDS-GN. Vous savez l'importance d'un arbre. Je ne vais plus tellement insister. L'arbre, c'est la vie, c'est la santé. Et nous, à la SGDS, nous savons que nos activités ont des impacts négatifs sur l'environnement, notamment l'émission de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, l'acte que nous posons vient également réduire ces nuisances que nos activités ont sur l'environnement. Ici, nous sommes dans une cérémonie fort simple, mais d'une importance capitale. La journée de l'arbre, cette fois-ci, a consacré le thème « L'arbre, la restauration de la forêt ». Pour la présidente de l'ONG Aïedoun, partenaire de SGDS-GN, l'entretien de ces plants est une préoccupation majeure après leur mise en terre. Symboliquement, on célèbre la journée de l'arbre le 1er juin, mais c'est plus important de faire le suivi de nos artères, de ces plants-là qui ont été mis sous terre pour un meilleur résultat. Et aujourd'hui, l'ONG Aïedoun est aux côtés de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué avec les communes pour mener ce acte symbolique. Mais je reviens encore sur ce qui est plus important, c'est qu'on revienne sur cette terre-là et qu'on se rende compte qu'il y a la propreté et ces arbres-là sont en train de pousser. Sur place, des engagements ont été pris pour assurer l'entretien et le suivi de ces plants appelés Terminalia superba. Et pour rappel, la Journée nationale de l'arbre JNA est instituée au Bénin depuis 1985 par le décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985. Atelier de renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et pré-collecte en gestion administrative et financière ce mardi 1er juin à Cotonou, initié par la Société de gestion des déchets et de salubrité de Grand Nokoué SGDS-GN. Il a pour objectif de former les entreprises de pré-collecte avec qui la société est en contrat, est en collaboration. Carnot François Rongbeder-Rantor pour les détails. Il s'est ouvert ce mardi 1er juin 2021, Journée nationale de l'arbre, un atelier de renforcement de capacité des PME de pré-collecte en gestion administrative et financière.
Une initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SGDS-GN, dont la tenue est justifiée ici par le directeur général Valérie Lawson. Vous savez, nous avons depuis 12 mois lancé la réforme dans le secteur de la gestion des déchets solides ménagers. Et sur la chaîne de la gestion des déchets, nous avons le maillon pré-collecte que nous sommes en train de professionnaliser. Et donc, nous avons estimé qu'après un exercice de 12 mois d'activité, qu'il était important de faire le bilan, mais en même temps, les insuffisances que nous avons notées, d'apporter des outils, des connaissances à nos PME afin qu'elles puissent améliorer leur performance, mais également que leur viabilité soit renforcée. Au cours de ces assises, il a été question de faire le bilan technique et celui financier des actions menées depuis 12 mois dans le secteur de la gestion des déchets. La gestion financière et la gestion administrative ont fait l'objet des 2 modules qui ont été présentés aux participants. L'occasion a été saisie également pour lancer la phase concernant la promotion des poubelles. Nous avons décidé de lancer symboliquement la promotion des poubelles que la société a acquises depuis environ 2 mois. Nous avons travaillé à mettre en place une stratégie et vous savez, ces PME constituent un maillon assez fort dans le dispositif et donc nous avons estimé qu'il faut que nous devons s'appuyer sur eux pour pouvoir faire en sorte que chaque ménage puisse avoir une poubelle SGDS. Lancée depuis 12 mois, la réforme dans le secteur de la gestion des déchets préoccupe le gouvernement. Ainsi, ces PME formées sont désormais outillées pour une gestion plus efficace des déchets afin de maintenir nos villes propres. Et puis, le directeur général de la société SGDS-GN, Valérie Lawson, a saisi l'occasion pour apporter plus de précisions sur l'opération liée à la promotion des poubelles. Suivez un extrait de ces explications. Les poubelles que nous avons acquises, ce n'est pas des poubelles, c'est des poubelles assez solides, c'est des poubelles qui respectent des normes. C'est des poubelles que la société a acquises à l'unité à 25 000 francs. Donc c'est des poubelles qui peuvent faire 10 ans. Donc ce n'est pas des poubelles où vous achetez demain, vous les retrouvez. Voilà. Donc le gouvernement a décidé de mettre ces poubelles à la disposition des ménages au prix coûtant. C'est-à-dire que 25 000 francs. Encore, malgré que nous sommes en train de faire, nous faisons des efforts assez louables pour assainir les maisons, la ville, mais malheureusement, si les poubelles, il n'y a pas de poubelles adéquates, c'est que les ménages ne seront pas épargnés des maladies ou de l'insalubrité, comme vous voyez. C'est une obligation, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas gérer les déchets sans avoir des poubelles vraiment adéquates. Vous voyez comment la ville est propre aujourd'hui, vous les voyez qui sont propres. Si on continue d'utiliser ces poubelles-là, ça déteint sur la ville. Actualité en dehors du Bénin à cause de la crise sanitaire. L'événement n'avait pas pu se tenir l'année dernière. Il s'agit du Forum économique du Saint-Pétersbourg qui a ouvert ses portes aujourd'hui, mais sous restrictions sanitaires. Un rendez-vous incontournable qui rassemble des personnalités politiques et économiques, des investisseurs autour des grands enjeux économiques de la planète. C'est l'autre grand rendez-vous de l'économie internationale. Surnommé le Davos russe, le Forum économique de Saint-Pétersbourg rouvre ses portes dans la Venise de la Baltique. 3 jours à vivre au rythme des conférences, bien sûr, mais aussi des signatures de contrats. Pour cette 24e édition, près de 150 événements sont prévus. 1200 entreprises, des invités venus de 130 pays, dirigeants des plus grandes sociétés russes et étrangères, chefs d'État et économistes échangeront en présentiel ou Covid-19 oblige en visioconférence.
Le forum, axé sur les questions de l'économie russe et internationale, se donne une mission particulière cette année, redonner un élan aux relations économiques mondiales, lourdement affectées par la pandémie et la fermeture des territoires. Au fil des ans, le forum a toujours été un lieu pour discuter des problèmes les plus urgents auxquels la Fédération de Russie et les économies mondiales sont confrontées. L'événement de cette année ne sera pas différent. La nécessité d'un dialogue ouvert et constructif est particulièrement évidente à l'heure actuelle. La pandémie du Covid-19 a touché tous les pays du monde et a gravement réduit les liens internationaux. Il est essentiel de travailler ensemble alors que nous forgeons la voie du rétablissement. Au menu des discussions également, l'Arctique, les objectifs de développement de la Russie jusqu'à 2030, la santé ou encore la digitalisation des entreprises. Et parmi les participants cette année, le président de Total, des représentants du Bénin ou du Gabon et un invité d'honneur, l'émir du Qatar, reflet du renforcement des relations qataro-russes ces dernières années. Le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani sera accompagné de près de 50 organisations venues de l'Émirat. Une telle représentation à grande échelle de l'État du Qatar au Forum économique de Saint-Pétersbourg 2021 est la meilleure preuve des vastes perspectives de coopération entre le Qatar et la Russie, ainsi que de la volonté des parties d'approfondir et d'élargir les relations. Nous sommes convaincus que notre collaboration à travers cet important forum sera productive. Nous sommes impatients de forger de nouveaux partenariats et d'élargir les liens commerciaux et économiques. Pour l'Europe, seul le chancelier autrichien Sebastian Kurz apparaîtra en ligne dans les discussions. Côté français, pas de représentants politiques, même si l'Hexagone reste le premier investisseur en Russie. Malgré un contexte de tensions diplomatiques entre Moscou et l'Union européenne, le thème choisi cette année, de nouveau ensemble, l'économie d'une nouvelle réalité. Investissement, emploi, écologie, un contexte post-crise sanitaire dans lequel il convient en effet de relancer la machine économique. L'Israël est dans l'attente des résultats des négociations pour la formation d'une coalition. Cette coalition doit marquer la fin de l'ère Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Si aucun accord n'est trouvé, les Israéliens devront retourner aux urnes pour la 5e fois en moins de 2 ans. Netanyahou vit peut-être les dernières heures de son règne. Après 12 ans à la tête d'Israël, hier soir encore, les négociations battaient leur plein entre les partis de la coalition destinée à le faire tomber. Après l'accord scellé dimanche entre Yair Lapid, leader du parti centriste, et Naftali Bennett, chef de file de l'extrême droite, l'heure est à l'ouverture aux autres partis, même les plus éloignés sur l'échiquier politique. Ce gouvernement ne peut fonctionner que si nous travaillons ensemble en tant que groupe. Pas moi, mais nous. Tous les partis sont invités à rejoindre la coalition. Chaque parti de cette coalition a un pouvoir de vote similaire et chaque parti aura un droit de veto. Alors que la perspective d'une alternative à Netanyahou se dessine, l'ancien ministre des Finances Yair Lapid reste prudent. Il y a encore beaucoup d'obstacles avant la formation d'un nouveau gouvernement. C'est peut-être une bonne chose car nous devrons les surmonter ensemble. C'est notre premier test, voir si nous pouvons trouver des compromis intelligents dans les jours qui viennent pour atteindre le but le plus important. Mais pour Benyamin Netanyahou, qui défend ardemment sa place, cette coalition est un danger imminent pour les Israéliens. Je lance un appel à mes amis qui ont été élus sur des électeurs de droite, ceux qui ont une conscience et des valeurs. Ne formez pas un gouvernement de gauche. Ce gouvernement est une menace pour la sécurité d'Israël et pour l'avenir de ce pays. Tout l'enjeu pour les différents partis de cette coalition anti-Netanyahou est de s'entendre sur la répartition des ministères, notamment ceux très convoités de la défense et de la justice. Autre enjeu majeur, l'union nationale et la place de la communauté arabe dans un pays qui sort à peine d'un nouveau conflit avec le Hamas et où cette communauté représente 20% de la population. Les regards se tournent vers les deux partis arabes, Ra'am et la liste unie. Voici ce que le leader du parti Ra'am disait encore hier alors qu'il participait aux dernières négociations sur la coalition. Tant que ce n'est pas fini, rien n'est décidé.
Avec ce rapprochement en devenir, les analystes politiques laissent entrevoir un possible apaisement entre les communautés arabes et juives. En attendant, les Israéliens sauront dès aujourd'hui si la coalition Lapid-Bennett tient la route ou s'ils devront retourner aux urnes. La situation ne s'améliore pas au Liban. Crise politique, sanitaire, économique et sociale. Rien ne semble épargner le pays du Sahel. Dans son rapport intitulé « Le naufrage du Liban », la Banque mondiale affirme qu'il s'agirait des pires crises économiques mondiales depuis la moitié du 19e siècle. Beyrouth dans le noir. Ces images datent de la mi-avril, mais traduisent bien la situation que traverse le pays. Rarement, depuis le 19e siècle, un pays n'avait connu un tel effondrement de son économie. Une situation détaillée par un rapport accablant publié ce mardi par la Banque mondiale et intitulé « Le naufrage du Liban », top 3 des pires crises mondiales. La crise économique et financière est susceptible de se classer parmi les 10, voire les 3 épisodes de crise les plus graves au niveau mondial depuis le milieu du 19e siècle. Du très rarement vu dans l'ère moderne pour un pays qui, il y a encore quelques années, faisait partie des plus prospères de la région du Moyen-Orient. Et cette dégringolade ne comporte aucun tournant clair en vue, selon les termes du rapport, puisque la monnaie a déjà perdu près de 85% de sa valeur depuis 2019. Plus de la moitié de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et souffre d'une chute vertigineuse du pouvoir d'achat. Les politiques l'ont ruiné. Le Liban était le plus beau des pays. Si je pouvais vivre à l'étranger, j'irais vivre avec mes enfants. Mais je ne peux pas vivre à l'étranger. J'adore ce pays. Il n'y a pas d'avenir pour un jeune dans ce pays. Il n'y a d'avenir pour personne. Pouvoir quitter ce pays, c'est comme gagner à la loterie. Et quiconque vit à l'étranger vit mieux. Croyez-moi, on vit mieux hors du Liban. Plusieurs facteurs ont aggravé la situation, comme l'explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier, mais aussi la crise sanitaire. Mais le principal problème montré du doigt par le rapport est celui d'une mauvaise gestion par l'élite politique du pays sur les 18 derniers mois. Le Fonds monétaire international a proposé son aide, mais l'incapacité de la sphère politique à former un gouvernement ne permet pas de la recevoir. Et la crise ne semble pas prête de se dissiper pour le pays du Cèdre. La Banque mondiale prévoit que le PIB réel du pays se contracte de 9,5% sur l'exercice 2021, comme si les 20,3% de 2020 ne suffisaient pas. Le président américain Joe Biden était ce mardi à Tulsa, une ville des États-Unis, pour célébrer les 100 ans du massacre racial qui a eu lieu le 31 mai et le 1er juin 1921. Il a promis de légiférer davantage en faveur des droits civiques. Mes chers Américains, ce n'était pas une émeute, c'était un massacre. Joe Biden rompt avec 100 ans de silence après le massacre d'Afro-Américains à Tulsa, survenu les 31 mai et 1er juin 1921. Au départ, un homme noir accusé d'agression sur une femme blanche et toute la ville s'embrase. Une partie de la population blanche saccage et brûle plus de 1250 maisons d'Afro-Américains. Entre 100 et 300 personnes sont tuées, sans que la police n'agisse selon les rares témoignages qui nous sont parvenus. À tous ceux qui ont péri il y a tant d'années, à tous les descendants de ceux qui ont souffert, à cette communauté, c'est pour cela que nous sommes ici, pour faire la lumière, pour que l'Amérique connaisse l'histoire dans son intégralité. Cela fait 100 ans et je suis le premier président à être ici, en ce lieu, sur ce site, pour reconnaître la vérité sur ce qui s'est passé ici. Pendant trop longtemps, ce qui s'est passé ici a été raconté en silence, dans l'obscurité. Mais ce n'est pas parce que l'histoire est silencieuse qu'elle n'a pas eu lieu. Le président américain, qui revient aussi sur d'autres dossiers épineux comme ses projets de loi limitant l'accès aux urnes des Afro-Américains dans certains États conservateurs, projet qu'il qualifie d'attaque sans précédent contre le droit de vote. L'occasion aussi pour Joe Biden de rappeler son attachement à la loi électorale For the People Act visant à protéger cet accès aux urnes.
Plus tôt cette année, la loi For the People Act a été adoptée par la Chambre des représentants pour protéger notre démocratie. Le Sénat l'examinera dans le courant du mois et je vais me battre de toutes mes forces avec tous les outils à ma disposition pour son adoption. La Chambre travaille également sur la loi John Lewis sur le droit de vote qui est essentielle en fournissant un nouvel outil juridique pour combattre le nouvel assaut contre le droit de vote. Nous allons encore vaincre, je vous le promets, cela va demander beaucoup de travail. Cette visite de Joe Biden à Tulsa lui aura donc permis de réaffirmer son soutien à la population afro-américaine. Une population qui porte encore le poids de l'esclavage et du racisme dans l'histoire des États-Unis et qui pourrait obtenir réparation dans certains États. C'est le cas notamment en Californie où un groupe de travail vient de s'ouvrir et va plancher pendant 2 ans avec pour objectif d'étudier et de recommander d'éventuelles réparations pour les Afro-Américains en lien avec l'histoire. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.